je présente le premier panel qui porte donc sur Chercher des traces, tisser des liens, le titre que nous avons voulu lui donner. Nous accueillons Tiffaine Martin qui nous parlera de l'arborescence féministe formée par les héritières de Beauvoir, et Louise Barrière qui parlera des circulations internationales et des pratiques citationnelles des scènes punk féministes françaises. Normalement, nous devions accueillir Mireille Pradel pour nous parler de l'écriture autobiographique et autofictionnelle d'autrices ultramarines, donc des femmes migrantes, ex-colonisées à la langue métissée. Malheureusement, Mireille Pradel vient de nous informer qu'elle ne pouvait pas participer aujourd'hui. Enfin, voilà. Elle participera à la publication, j'imagine, j'espère en tout cas. Mais bon, elle n'est pas là aujourd'hui, donc on aura un peu plus de temps pour écouter Tiffaine Martin et Louise Barrière, c'est tant mieux de ce point de vue-là, et pour échanger ensuite, pour échanger, poser des questions, etc. Donc pour initier le colloque, quoi qu'il en soit, il s'agit d'un panel aux objets a priori très hétérogènes, mais qui prend pour objectif commun de réfléchir aux configurations des passations et des liens entre les artistes, et de se concentrer sur cette tentative de donner une forme à ces constellations créatives. Je laisse tout de suite la parole à Louise Barrière. Louise Barrière est doctorante en musique et art du spectacle au laboratoire lorrain de sciences sociales de l'Université de Lorraine. Ses travaux s'intéressent aux pratiques féministes et queer de création, réception et transmission des musiques populaires. Elle est aussi membre du comité de rédaction de la revue Volume et aujourd'hui compte évoquer les circulations internationales et pratiques citationnelles des festivals punk féministes français. Je te laisse la parole, Louise. Tu as du coup à peu près une demi-heure, un petit peu moins. Merci Aurore et merci à tout le monde pour l'organisation et l'invitation au colloque. Alors, je vais partager mon PowerPoint, c'est parti. J'essaye de passer en plein écran. Hop. Ça fonctionne? Parfait. Ok, cool. Donc oui, les problématiques de genre et des mondes de la musique comme terrain d'un entre-soi masculin sont bien connues des travaux universitaires et se sont peu à peu forgé une place au sein de l'industrie musicale elle-même, jusqu'à devenir un sujet d'actualité. Pour autant, leur traitement médiatique semble principalement concentré sur les cadres professionnels et ne font finalement que peu de cas des pratiques amateurs, dans lesquelles les collectifs féministes œuvrent cependant depuis plusieurs décennies. Dans cette communication, je reviens ainsi sur le réseau des Ladyfest, des festivals musicaux et culturels inspirés du mouvement punk féministe des Riot Girls, qui ont su expérimenter divers moyens de contrecarrer le sexisme des scènes underground. En me penchant plus spécifiquement sur la scène française, j'analyserai comment s'entrecroisent et interagissent ici des réseaux de création musicale underground et un héritage féministe qui traverse les générations de militantes. C'est une communication qui s'inscrit dans le contexte d'une thèse que j'ai commencée en 2017 et que je suis actuellement en train de rédiger. Pendant les 4 dernières années, j'ai reconstruit les archives des scènes Ladyfest françaises et allemandes et j'ai observé la mise en œuvre de plusieurs de ces festivals en direct sur le terrain. Aujourd'hui, mon défi, ça va un peu être de vous résumer l'étendue de tous ces travaux que j'ai pu mener pendant cette période, ce qui signifie aussi que je vais lancer des perches sur beaucoup de sujets sans forcément rentrer précisément dans les détails pour chacun d'entre eux. Et je vous invite un peu à attraper ces sujets au vol si ça vous intéresse et profiter de la séance de discussion pour qu'on creuse ensemble ces pistes. La première étape de ce travail, elle consiste à comprendre déjà ce que sont le mouvement Red Girl et le concept de Ladyfest, mais aussi comment est-ce qu'ils ont circulé des États-Unis à la France. Donc le mouvement Red Girl, tel qu'il a par exemple été étudié par Manon Labrie, constitue la première initiative punk féministe qui soit réellement parvenue à se constituer en réseau. En effet, la première moitié des années 90 voit émerger de nombreux collectifs Red Girl dans les grandes villes états-uniennes, d'abord à Olympia sur la côte Pacifique Nord-Ouest, à Washington DC, puis par la suite à New York et dans de nombreuses autres localités. Au-delà de leur dimension locale, qui permet à des jeunes femmes de se réunir, de discuter de leur rapport aux normes de genre, de construire des fanzines ensemble, ces collectifs ils facilitent également la circulation de groupes de musique comme Bikini Kill ou Bratmobile pour les plus connus sur le territoire états-unien. Et ils permettent également l'hébergement et l'organisation de conventions Riot Girls,
qui sont des rassemblements translocaux qui vont préfigurer les festivals et pendant lesquels sont proposés des ateliers, des conférences, des concerts. Cependant, à cette époque, le mouvement Riot Girl il reste un phénomène particulièrement nord-américain, puis dans les années qui suivent, un peu britannique. Il ne semble pas avoir d'existence réelle dans le reste de l'Europe et des études l'ont montré pour l'Allemagne et la situation semble similaire en France. Cette carte participative qui a pour but de recenser les collectifs Riot Girl actuels ou passés ne fait par exemple pas mention du moindre collectif européen dans les années 90, exception faite donc de ces fameux quelques collectifs britanniques et d'un unique collectif aux Pays-Bas. On note cependant une multiplication des collectifs Riot Girl européens à partir des années 2000 et 2010, alors même que les récits officiels du mouvement le considèrent comme terminé dès la moitié des années 90, du fait de tensions internes liées notamment à, sa récente couverture médiatique. On peut ici supposer que la popularisation d'Internet comme mode de circulation de l'information constitue l'une des principales raisons de cette émergence à rebours d'un réseau Riot Girl européen. Parallèlement, à Olympia, certaines ex-initiatrices du mouvement Riot Girl développent un nouveau projet de festival qui donne lieu en août 2000 à la première Ladyfest, dont vous pouvez apercevoir le concept sur l'écran. Cette fois-ci, on est face à un phénomène qui va se propager bien plus rapidement puisqu'il arrive au Royaume-Uni l'année suivante, puis en France en 2003. Le rôle d'Internet ne fait aucun doute dans cette diffusion rapide, car dès ses premières initiatives, un site qui permet de recenser l'ensemble des Ladyfest organisées de part et d'autre du monde est créé. Celui-ci tient lieu d'archives, mais permet également aux différents collectifs locaux de s'entraider et de partager leurs expériences d'organisation de festivals. Le phénomène Ladyfest, s'il rejoint les inspirations punk et féministes du mouvement Riot Girl, comme on peut le voir à l'esthétique des deux sites que je viens de montrer, il est quant à lui construit sur un modèle plus directement transnational et donc moins typiquement nord-américain. Après l'arrivée du concept en France en 2003, et alors même que le réseau Ladyfest continue de se développer à l'international, plus rien ne se passe dans le pays pendant quelques années avant un retour du phénomène autour de 2006. Aujourd'hui, on dénombre toutefois une trentaine de Ladyfest ou de festivals répondant à une organisation similaire qui ont été organisés entre 2003 et 2020 sur le territoire national. Ces événements évoquent souvent dans leur support de communication leur rapport d'inspiration avec le mouvement Riot Girl américain et avec la première Ladyfest d'Olympia. Je crois que j'ai oublié de mettre une diapo sur le sujet. Tant pis. Désolée. Et au fil de ces circulations, en fait, on observe cependant de légères déformations de l'histoire des deux mouvements, tandis que le concept de Ladyfest, il est lui aussi altéré ou adapté aux envies des différents collectifs d'organisation ou à leur contexte local d'inscription. Observer ces transformations, c'est quelque chose qui est assez important, puisque c'est finalement ce qui va nous empêcher de tomber trop vite dans la thèse un peu facile qui voudrait que les politiques de l'identité constituent une américanisation de la pensée des rapports sociaux. C'est donc ce à quoi je vais m'intéresser ici. C'est aussi en s'intéressant de plus près à ces différentes adaptations qu'on peut retrouver traces de certains héritages, notamment politiques, plus lointains. Dès lors, il s'agit de penser le festival non seulement comme un lieu de création artistique, mais aussi comme un espace d'organisation politique, ce qui est rendu visible dans les programmations par les nombreux ateliers et conférences portant sur des politiques féministes ou LGBT. En effet, cette dimension dépasse ici le simple fait de mettre en valeur des groupes et des artistes femmes ou queer, mais s'inspire également des méthodes d'organisation et d'action historiques des mouvements féministes. Pour en retrouver trace, on peut commencer par observer l'ensemble des programmations de ces festivals et s'interroger sur ce qui les unit et sur ce qui les différencie, un peu comme un jeu consistant à relier les points. Ce n'est qu'une fois qu'on a fait ça qu'on peut cette fois se pencher sur la question de la transmission générationnelle de l'organisation et de l'action politique. Comment chacun des éléments du répertoire d'action de la scène Ladyfest française est-il arrivé là? Et plus particulièrement, au biais de quel processus de circulation géographique et de transmission générationnelle. Pour prendre un exemple concret, certains des festivals de mon corpus organisent ou invitent leurs participantes à rejoindre des manifestations de rue, dont des marches de nuit non mixtes. Or, pour retracer l'histoire de ce mode d'action, il faut remonter, comme l'explique Finn McKay, jusqu'en 1976 et au rassemblement du Tribunal international des crimes contre les femmes qui se tient à Bruxelles. Lors du dernier soir, les participantes de ce rassemblement féministe international auraient décidé spontanément de manifester dans les rues de la capitale belge. Dans l'année qui suit,
Des manifestations similaires sont reproduites à l'initiative de différents collectifs féministes, une première fois en Italie, puis ensuite en Allemagne. Et c'est cet événement qui mènera, toujours selon Finn McKay, à la popularisation de ce mode de protestation, dans la mesure où les militantes allemandes vont défiler simultanément dans plusieurs villes d'Allemagne le 30 avril 1977, ce qui va permettre de gagner en visibilité. McKay cite 3 villes que sont Cologne, Francfort et Hanau, mais j'ai également une photo d'archive d'une marche à Saarbrück que vous pouvez voir à l'écran. Ce qui laisserait sous-entendre qu'il y aurait peut-être plus même que ces 4 villes, mais je n'ai pas eu accès à davantage d'archives. Le 30 avril, par ailleurs, c'est une date qui coïncide dans le folklore d'Europe centrale avec ce qu'on appelle en Allemagne la Walpurgisnacht, c'est-à-dire une sorte de sabbat des sorcières. En s'appropriant cette date, les militantes féministes participent à une reconfiguration du folklore et à une réappropriation de la figure de la sorcière en icône féministe. Ces manifestations allemandes, elles auraient ensuite inspiré des militantes féministes du nord de l'Angleterre, qui lancent ainsi la même année les premières marches Reclaim the Night. Un concept qui va finalement circuler sous ce nom à l'international, voire sous le nom de Take Back the Night en Amérique du Nord, si bien qu'il se délaisse au passage peu à peu de son lien avec la culture folklorique et populaire et avec la figure de la sorcière. Par contre, le mouvement inspire déjà dans les années 70 la création musicale, puisque la chanteuse et musicienne Peggy Seeger sort en 1979 sur un album de chansons folk et féministes, un a cappella du même titre, que je vais donc pouvoir vous faire écouter si tout va bien. Je ne sais pas s'il y a un truc particulier à faire pour pouvoir partager du son. Normalement, non. Partage d'écran, normalement, ça suffit. Ok. Alors. Though Eve was made from Adam's rib, 9 months he lay within her crib. How can a man of woman born thereafter use her sex with scorn? For though we bear the human race, to us is given but second place, and some men place us lower still by using us against our will. If we choose to walk alone, for us there is no safety zone. If we're attacked, we bear the blame. They say that we began the game. And though you prove your injury, the judge may set the rapist free. Therefore the victim is to blame. Call it nature, but rape's the name. Reclaim the night and win the day. We want the right that should be our own, a freedom women have seldom known. The right to live, the right to walk alone without fear. J'arrête ici pour pas non plus prendre trop de temps. Donc, vous avez pu entendre que Peggy Seeger, c'est pas encore du punk. Mais dans les décennies qui suivent, le concept de marche de nuit non mixte va poursuivre sa trajectoire, connaître des moments de faiblesse et de regain selon les intérêts du moment et les forces féministes en action. Il inspire finalement également la scène punk féministe qui d'un côté va se lancer dans l'organisation ou rejoindre des marches de nuit non mixtes par l'intermédiaire de ces festivals, et de l'autre, il va également donner la parole à des groupes de musique qui eux-mêmes rendent hommage à ce mouvement militant. C'est par exemple le cas, de Guetten, un groupe de punk grenoblois qui joue en 2013 à l'Édifice d'Angers et dont l'un des morceaux est intitulé Take Back the Night. Alors, la version enregistrée n'est sortie que sur CD et j'ai pas de
lecteur CD sur mon ordinateur, mais je vais pouvoir vous faire écouter un live qui est malheureusement de moins bonne qualité, mais on s'en contentera. Alors bien entendu, j'aurais pu développer autour de d'autres exemples que ces marches de nuit non mixtes. On aurait pu prendre des éléments de programmation qui puisent aussi bien finalement dans les répertoires d'action des années 70, comme les groupes de conscience, le concept de safe space, les ateliers d'autogynécologie, que dans des répertoires plus récents qui empruntent également au mouvement militant queer, notamment un intérêt pour la sexualité qui est souvent abordé sous un angle très sex-positive, ou une remise en cause de la binarité de genre. L'ensemble de ces questions, elles sont évidemment aussi parfois discutées et débattues, mais elles restent finalement assez transversales à l'ensemble du mouvement. On a donc finalement ici une forme de politique citationnelle, pour reprendre les termes de Sarah Ahmed, mais contrairement à l'usage qu'elle en fait, celle-ci ne prend pas, dans notre cas, place dans un cadre universitaire, mais directement dans un cadre militant, à même le terrain. C'est-à-dire que les Ladyfest vont citer des pratiques, parfois en retraçant, les festivals eux-mêmes retracent les généalogies jusqu'aux années 70 ou jusqu'à l'éclosion des mouvements queer dans les années 90. Et finalement, cette pratique, elle remplit les mêmes fonctions que dans les travaux d'Ahmed, c'est-à-dire qu'elle permet d'établir des liens et de construire des généalogies entre différentes générations de militantes et ici d'artistes féministes. Jusque-là, je me suis principalement intéressée aux questions d'action politique, même si j'ai déjà commencé à mettre celle-ci en lien avec la création artistique et en particulier la création musicale. Mais si mes précédents développements s'intéressaient aux liens que la scène punk féministe pouvait tisser avec l'extérieur, c'est-à-dire en particulier avec des mouvements et des pratiques féministes qui la précèdent et l'influencent, je vais maintenant m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de la scène, et en d'autres termes, me demander comment est-ce que les Ladyfest construisent elles-mêmes leur propre écosystème de création musicale, queer et féministe. En fait, les moyens investis dans ce but, ils pourraient être résumés autour de 2 axes principaux qui s'appuient chacun sur leur propre rapport à la musique, mais qui restent néanmoins, comme on va le voir, interconnectés. Le premier d'entre eux, c'est tout simplement l'éducation musicale, qui consiste, à mon sens, en l'un des premiers chantiers auxquels il faut s'attaquer si on veut créer une scène de création musicale queer ou féministe, puisque différentes recherches universitaires ont montré l'impact des rôles de genre sur les cadres formels d'apprentissage d'un instrument, c'est-à-dire sur les conservatoires, les écoles de musique ou les cursus de musicologie à l'université, tandis que d'un autre côté, on a également des travaux qui soulignent comment les lieux de pratique de la musique en amateur s'organisent autour d'une hostilité vis-à-vis des femmes et des personnes LGBT, notamment les travaux d'Yves Rebaud en France ou de Sarah Cohen au Royaume-Uni. Dans les Ladyfest, on va ainsi trouver divers ateliers de découverte et de pratiques musicales autour de jeux de guitare, de batterie, de pratiques musicales expérimentales. Au cours du développement du réseau Ladyfest en dehors des États-Unis, ces pratiques, elles s'émancipent aussi peu à peu des influences punk issues du mouvement Riot Girl pour s'ouvrir à d'autres styles de musique. On va par exemple retrouver également des ateliers sur la pratique du DJing ou sur l'écriture rap. L'ensemble de ces ateliers vont néanmoins conserver un esprit do-it-yourself assez typique du punk,
dans le sens où il vise à offrir aux participants et participantes la possibilité de découvrir et d'apprendre l'instrument ou la pratique musicale de leur choix et donc par la suite de monter sur scène, ceci quel que soit leur niveau de connaissance préalable, mais aussi quel que soit le genre assigné à cette pratique en question. Or, en faisant la démonstration de cette possibilité, les ateliers d'éducation musicale permettent aussi de nourrir et de renouveler le réseau d'artistes qui évoluent dans les scènes Ladyfest. Par ailleurs, et comme le soulignent également les festivals, les rôles de genre ne se limitent pas à la pratique musicale et touchent également à la dimension organisationnelle des concerts et des festivals. C'est pourquoi les ateliers proposés portent également, comme vous avez peut-être pu l'apercevoir dans une des diapos précédentes, sur la sonorisation des concerts, le mixage audio, ainsi qu'aux pratiques médiatiques comme l'écriture de fanzines ou la création d'émissions de radio. En ce sens, et contrairement à ce qui se fait dans la majorité des cadres institutionnels d'apprentissage de la musique, où la pratique musicale demeure le centre de l'enseignement, dans ce cadre féministe, c'est l'ensemble des activités du musiqué, autrement dit de l'activité musicale, qui font l'objet d'une transmission, de la création à la critique, en passant par la sonorisation, l'organisation, la budgétisation, etc. Ce qui rend l'initiative d'autant plus originale et singulière à l'échelle des scènes de musique DIY. Par ailleurs, ces ateliers, ils visibilisent aussi la manière dont se transmettent ces différentes connaissances et compétences, sachant que, comme l'a montré Sarah Cohen, en général, c'est des choses qui se transmettent plutôt dans des réseaux très informels d'un entre-soi masculin. Le deuxième axe, en parallèle de cette question d'éducation musicale, c'est celui d'une prescription culturelle féministe. Ce qu'on entend par prescription culturelle, c'est tout simplement la programmation des concerts et des spectacles. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le résultat de cette programmation, même si je vais en parler un peu, que la manière dont celle-ci est construite et les enjeux auxquels elle répond. Ici encore, le premier constat qu'on peut faire, c'est que les programmations sont loin de se limiter à de la musique punk, même si les éléments du dispositif, et notamment les salles qui hébergent les Ladyfest, sont quant à elles bien ancrées dans les circuits punk et DIY. De la sorte, il arrive en fait que l'organisation d'une Ladyfest dans une salle donnée diversifie à la fois sa programmation en termes de genre des artistes, mais également en termes de styles musicaux programmés. Par ailleurs, ce qui ressort également de discussions que j'ai pu mener avec des organisatrices ou des organisateurs de Ladyfest, c'est un effet de réseau, dans le sens où l'équipe organisatrice d'une Ladyfest peut régulièrement se rendre dans des festivals répondant au même nom, ce qui dans certains cas va lui permettre de repérer des artistes ou des groupes qu'elle pourrait elle-même proposer à son public local. Et donc de la même manière qu'on peut observer quasiment tous les étés que les festivals de grande envergure se partagent souvent les mêmes têtes d'affiche, généralement masculines, on assiste finalement ici à un phénomène analogue, mais reproduit à une plus petite échelle, avec des groupes principalement féminins ou queer. Pour conclure, depuis le début de ma thèse, j'ai constaté un intérêt médiatique croissant pour les questions de genre, de violences sexuelles et parfois pour les interventions féministes dans les industries culturelles, créatives et musicales, mais globalement un plus faible intérêt pour ce qui se fait dans les cadres amateurs et underground, alors que des réponses et des interventions féministes et queer s'y développent depuis beaucoup plus longtemps et qu'elles constituent donc en ce sens un phénomène intéressant à observer et analyser et dont on pourrait sans doute tirer certaines inspirations. Ici, ce qu'on a pu observer et ce que j'espère avoir montré, c'est que la lutte contre les inégalités dans la musique DIY était indissociable d'un cadre politique, lequel se construit sur des héritages qui traversent les décennies et les générations de militantes, mais qui traversent également les pays. Cela permet de montrer que ce qui se passe à l'intérieur des scènes musicales en termes de violence de genre, de répartition genrée des tâches et plus globalement d'inégalité, n'est en aucun cas déconnecté de ce qui se passe dans l'ensemble de notre société contemporaine, comme on peut s'y attendre. En ce sens, lutter contre le sexisme dans les scènes musicales, quelles qu'elles soient, punk, metal, rap, rock, jazz, électro, musique classique, finalement peu importe, cela ne peut se faire sans lutter contre le sexisme de manière générale. Par ailleurs, s'il est bien entendu primordial de lutter contre les violences de genre, un sujet que je n'ai pas abordé directement ici, mais sur lequel j'ai travaillé par ailleurs, les inégalités se construisent et se perpétuent également par le biais de l'éducation musicale et de la construction des programmations événementielles. Les Ladyfest, en construisant leur propre écosystème créatif, proposent des pistes pour sortir de ce cercle vicieux des rôles de genre, par le biais d'une éducation musicale qui se passe dans un cadre informel et qui cible directement des publics marginalisés, et par le biais d'une prescription culturelle féministe. Merci Louise.
Alors, oui, merci beaucoup pour ta communication. C'est la seconde fois que je t'entends parler de tes travaux pour ma part et je suis toujours autant émerveillée par la richesse de tout ce que tu racontes. C'est vraiment passionnant. Et là, j'ai trouvé particulièrement intéressant que tu définisses finalement la question de la transmission comme un processus vraiment proprement politique. C'est vraiment un fil que tu lâches jamais et c'est super intéressant. Alors, je pense qu'il va y avoir, comme pour la première communication, beaucoup de réactions. Mais pour le moment, on n'en a pas énormément. Donc, le public, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, que ce soit dans le chat de YouTube ou que ce soit sur le pad qu'on a mis en lien. Comme on ne peut pas vous entendre de vive voix, on a besoin que vous écriviez vos questions à l'écrit. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout, posez vos questions. Moi, je les vois et je les pose ensuite aux intervenantes. Voilà, posez vos questions. Est-ce que Louise, tu as vu les questions qu'on t'avait posées ou pas? Oui. Donc, je te laisse choisir si tu veux à laquelle tu veux répondre. Dis-la juste à l'oral peut-être pour que les gens sur YouTube voient de quoi on parle. Ok, je vais prendre un peu dans l'ordre la première qui est arrivée. Vous avez abordé les rapports d'intersectionnalité dans le milieu punk féministe à travers les problématiques queer. Quelle est la place de l'intersectionnalité liée aux problématiques raciales dans les milieux punk féministes en France? Est-ce que le phénomène de white feminism que l'on retrouve dans d'autres milieux, arts visuels notamment, existe aussi dans la scène musicale et dans la scène punk? Alors en fait, sur l'ensemble de mon terrain, donc France-Allemagne, quand je fais des entretiens, souvent avec des organisateurs et des organisatrices de festivals, ça m'arrive de leur demander de qualifier le public du festival qu'ils et elles ont organisé. Et je pense que les adjectifs qui reviennent le plus souvent, c'est blanc, de classe moyenne et éduqué. Donc oui, il y a effectivement une question un peu des problématiques autour du féminisme blanc. Une autre chose que j'ai observée, mais plus en Allemagne, c'est que dans beaucoup de festivals, il va y avoir une volonté de questionner les rapports sociaux de race, mais qui vont se faire quasiment uniquement autour de la blanchité. C'est-à-dire que le seul atelier ou la seule conférence autour de cette question qui va être organisée, c'est un atelier ou une conférence autour de la blanchité critique, ce qu'ils appellent comme ça, et qui du coup finalement recentre la question uniquement autour des personnes blanches et non plus autour des personnes racisées. Cela dit, dans peut-être les 2-3 dernières années, il y a une émergence qui est encore, cela dit, très faible, aussi d'ateliers et d'espaces de parole dans les festivals qui sont réservés aux femmes racisées ou aux personnes queer racisées. Mais c'est encore quelque chose de très minoritaire pour l'instant dans cet espace-là. Mais, du coup, tu peux peut-être aussi répondre à cette question que je vois sur est-ce que les artistes que vous étudiez se sont prononcés par rapport au scandale lié aux violences sexuelles lors du dernier Hellfest? C'est-à-dire peut-être d'une manière générale aussi comment les problèmes et les critiques sont prises en charge par la communauté quand, tu as déjà un peu parlé du coup des problèmes de racisme, mais bon. Spécifiquement sur le Hellfest, non, je crois pas qu'il y ait vraiment des artistes qui se soient prononcés là-dessus, mais en même temps, c'est pas vraiment la même scène, quoi. Enfin, le Hellfest, c'est aussi, c'est beaucoup plus gros, c'est pas vraiment le même environnement. Après, il y a un positionnement, vis-à-vis de toute façon, des violences sexuelles, dans les mondes de la musique en général, quoi. Qui va passer aussi bien par les paroles de chansons que, par des fanzines et cetera. Et aussi des dispositifs mis en place par les festivals eux-mêmes pour tenter de contrer ce genre d'événements dans leurs propres espaces, c'est-à-dire la mise en place de chartes sur le consentement qui sont à l'entrée, qui sont distribuées sous forme de fanzines, des équipes entre guillemets de sécurité féministes qui vont aussi être organisées bénévolement et qui vont prendre en charge les problèmes, on va dire globalement d'interaction au sein du public. Et puis de manière plus générale, au-delà peut-être des mondes de la musique, il y a aussi
beaucoup d'ateliers autour du consentement qui sont organisés ou de conférences. Merci pour tes réponses, Louise. Est-ce que sur Zoom, quelqu'un d'autre a une question ou pas? On en a une qui est en train d'être écrite en ce moment sur le pad. Moi, je voulais poser une question aussi. Merci du coup, Louise, pour ton intervention passionnante. Je voulais juste faire un petit écho avec un zine qui est sorti récemment et qui m'a beaucoup intéressé, un zine de Gilles Torz. Enfin, c'est un artiste trans underground qui a fait un zine en BD qui fait une histoire croisée à partir d'entretiens, de rencontres, etc. Sur les deux scènes punk de Marseille et de Florianopolis au Brésil. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, je me demandais si tu pouvais faire écho à ça, c'est que il explique qu'en fait, d'ailleurs, il questionne la blanchité au sein de la scène punk, et à partir de ce questionnement, il rappelle que dans la scène punk des années 80, autant à Marseille qu'au Brésil, en fait, il n'y avait pas que de la musique punk, il y avait aussi du rap, il y avait aussi du ska, plein d'autres musiques marginales, des scènes marginales, des quartiers populaires, qui se mélangeaient. Et je trouve que c'est aussi le cas dans certains les DIY Fest. Et du coup, je me disais que c'était peut-être aussi une généalogie punk, en fait, de mélanger toutes les musiques marginales dans ce type de festival, en fait. Toutes les musiques un peu DIY, dont le rap. Ouais, sans doute. Pour le coup, j'ai pas de réponse peut-être précise à donner là-dessus. Il y a des travaux un peu qui tournent autour de cette question pour plus sur les Ladyfest américaines et comment elles ont aussi essayé de diversifier leur public en diversifiant la programmation musicale et en ne programmant plus que du punk. Notamment la Ladyfest de New York qui programmait beaucoup de spoken word et de rap. Je sais pas, après j'arrive pas à dire si c'est vraiment une stratégie très, très efficace, a fortiori si on reste dans des lieux de diffusion qui, eux, sont très marqués punk. Est-ce que je sais vraiment pas si c'est aussi une bonne tactique pour amener d'autres publics, et je sais pas, même pas si c'est comme ça qu'il faut en vérité réfléchir, ou si il faut aussi finalement inviter ces publics à prendre part à la programmation. Ou alors, c'est peut-être pas une question de public, mais plutôt d'artiste, parce que qui est représenté sur scène, et du coup, si les personnes racisées punk sont là, oui, finalement... oui, c'est ce que j'utilisais public au sens de groupe, plus au sens de contre-public, comme l'écrit Nancy Fraser. Mais oui, voilà, genre diversifier le collectif qui programme, diversifier qui est sur scène, diversifier les lieux dans lesquels on intervient. Je pense qu'il y a un travail de coalition à faire de manière plus large. Alors, il y a d'autres questions qui sont... Ah, merci d'avoir barré, c'est parfait. D'autres questions qui sont en train d'être posées à Louise. Alors, je te laisse les regarder pour pouvoir y répondre ensuite. Est-ce que Louise, tu veux répondre aux questions que tu as pu observer, retrouver sur le pad? Ouais, je pense que je peux répondre aux deux assez rapidement. Il y a d'abord une question sur la formation des musiciennes et l'image des femmes renvoyée par la musique à travers les festivals. Et la question est donc, y a-t-il des ateliers organisés dans le cadre des festivals autour de la question du genre des instruments? Par exemple, l'image que la batterie serait plutôt un instrument masculin. Il n'y a pas d'ateliers, à ma connaissance, qui sont organisés directement là-dessus. C'est plutôt des choses qui vont être exprimées dans des textes de présentation des festivals ou des ateliers eux-mêmes, pendant que les ateliers vont se centrer plus directement sur la pratique elle-même de l'instrument. Et moins sur le côté théorique de quel instrument est vu plutôt, est rattaché plutôt à quel genre. La deuxième question, c'est sur l'accès au terrain dans le sens d'une démarche empirique dans le cadre d'observation des groupes et réseaux féministes et ou queer underground. Par exemple, est-ce que ça se passe par cooptation et comment se tisse ou se construit l'espace de parole au sein de ces réseaux?
L'accès au terrain, en fait, je l'avais déjà un peu avant de commencer ma thèse, puisque j'ai fait partie d'un collectif féministe dans ma ville qui a aussi organisé un festival. Par ce biais-là, on était rentrés en contact avec des gens qui allaient par la suite aussi organiser des festivals, etc. Après, de manière globale, c'est des festivals qui sont annoncés publiquement sur les réseaux sociaux, etc. Donc il n'y a pas, c'est pas à partir du moment où on arrive à trouver cette info-là, où on sait que le concept de Ladyfest existe, on cherche ça, je sais pas, dans des événements Facebook. C'est assez simple de s'y rendre. Pour le reste, comment se tisse ou se construit l'espace de parole, je suis pas sûre de comprendre à 100% cette question. En fait, c'était moi qui avais posé aussi la question. Bonjour Louise, vraiment merci beaucoup pour ta communication. Elle m'a beaucoup appris. C'était un sujet que je ne connaissais pas du tout, même si c'est dans mes intérêts. Et par rapport à cet espace au lieu des paroles, donc ça aborde les questionnements des violences sexuelles. Comment en fait elles sont plus se construire, elles sont plus se formuler, se formaliser ces questions. Et dans quel cadre elles sont plus formalisées. Donc, notamment cet espace de parole dans un cadre safe, inclusif, bienveillant, j'imagine. Donc, c'était par rapport à ce type de questionnement. Ok. Il y a beaucoup d'ateliers qui vont reprendre un peu le principe des groupes de conscience des féministes des années 70. Voilà, je pense que c'est globalement comme ça qu'il y a quelque chose que la parole sur ces sujets-là se transmet. Après, globalement, le fait que ce soit des espaces safe, inclusifs, c'est aussi... En vérité, ça fonctionne pas toujours et il faut aussi le reconnaître. Mais voilà, globalement, c'est comme ça. Après aussi, parfois, dans des cas un peu plus rares, il y a un échange de paroles sur le sujet par la création de fanzines. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qui se faisait plus à l'époque des Riot Girls que maintenant, même si on continue de créer des fanzines aussi dans les Ladyfest. Voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près correctement. Merci. Alors, sur le pad, il reste une question. Je crois que c'était toi, Sarah, mais c'est pas vraiment une question. Je sais pas si tu veux en faire quelque chose. Non, c'était sur la question de est-ce qu'il y a des espaces intersectionnels, et je disais que, en tout cas en France, pour faire partie de plusieurs collectifs, j'ai vu il y a quelques années, il y a une séparation abolo-pro-TDS pour faire court. Et là, depuis quelques années, en marge de ce centre féministe assez blanc, il y a beaucoup de collectifs racisés qui se rassemblent pour organiser ensemble. Et j'annonçais que cette année, il y aurait la 2e édition du Village des féminismes, organisée notamment par Moisy et par l'ensemble des collectifs racisés qui ont souhaité en faire partie. Oui, effectivement. C'est vrai que j'ai entendu parler de ce... Enfin, c'est toi, Sarah, qui nous en a parlé hier. J'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout des questions. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, d'autres questions à poser? Comme on n'a pas eu l'intervention de Mireille Pradel, c'est vrai qu'on a le temps et on avait prévu de reprendre la seconde partie à 15h30. On garde ce programme parce que nos intervenantes ont des contraintes au niveau horaire. Donc, on a largement le temps s'il reste des questions, mais aussi on peut faire une pause si vous préférez faire une pause. Donc, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a encore des questions? Alors, la question pour Louise qui arrive parle de l'aspect entre amateurisme et pro de la scène punk féministe. Et demande si on peut voir des liens dans les luttes contre les violences sexistes. Donc,
Ouais, d'accord. Donc, des liens entre les luttes qui se partagent entre les milieux plutôt pro et les milieux plutôt DIY. Si je comprends bien la question. Ouais. OK, j'en ai pas, directement observé. J'ai l'impression globalement que les milieux DIY vont plus facilement, hem, partager, et ouais, enfin partager les mobilisations qui se font dans les milieux professionnels, heu, que l'inverse, dans la mesure où les mobilisations féministes des milieux DIY, vont rester un peu un point aveugle aussi des milieux de celles qui se passent dans les milieux pro. Mais c'est je il y a sûrement des exceptions et heu et c'est pas particulièrement quelque chose, sur lequel j'ai travaillé. Enfin, mes remarques sur les interventions, féministes dans les milieux professionnels, c'est davantage, quelque chose que j'ai observé, mais pas vraiment de manière scientifique. Juste à un moment, je me suis dit: «Ah, c'est il y a quand même, il commence quand même à y avoir beaucoup de couverture médiatique sur ces questions-là», mais je j'ai pas mené de travail spécifique, autour de ça, donc je peux pas non plus, en parler de manière très fiable. OK, merci. Je pense qu'on va arrêter là pour les questions. Vous avez le droit de vous reposer aussi un petit peu. Alors, on reprendra à 15h30 comme prévu dans le programme initial pour parler de cadrage de l'image et cadrage de la langue. En fait, on parlera de female gaze et de phallogocentrisme. Ça promet d'être intéressant. Donc, voilà, on se retrouve à 15h30.